Lorsqu'on se saisit d'un album, les chances sont grandes pour que l'on y trouve une photographie de l'artiste plus ou moins mise en scène en guise de couverture. C'est normal et cela revêt une double utilité. Insister sur les éléments faisant l'image de marque d'un artiste, tout en permettant aux acheteurs potentiels de repérer facilement l'album dans les bacs d'un disquaire, ce que les pochettes plus abstraites ne permettent pas toujours. Commençons le voyage avec Elvis Presley. Nous sommes en 1956 et le jeune Elvis, égérie de la RCA Victor, fait découvrir le rock'n'roll au monde. En quelques sessions, on enregistre 12 reprises de blues, de rock et de rockabilly et on les regroupe pour créer le premier album d'Elvis, éponyme. Pour l'illustration, la RCA récupère une photographie du King sur scène prise par William Robertson et la recadre, la serre en plan américain. Le choix n'est pas anodin. On sélectionne précisément un cliché sur lequel Elvis lance l'un de ses cris typiques. Il faut, après tout, que l'image soit aussi rock'n'roll que la musique qu'elle illustre. On y ajoute un peu de typographie rose et verte et le tour est joué. Sorti en mars 1956, l'album devient numéro 1 des ventes de mai, de juin et de juillet. Il est culte et il en a inspiré d'autres, notamment les punks des Clash pour London Calling. Outre la référence au King qui n'échappe à personne, cette pochette a le même objectif que l'album de 1956. Si Elvis hurlant était la définition du rock'n'roll, le bassiste Paul Simonon fracassant son instrument illustre le punk rock qui en est l'héritier direct. Parfois, ceci dit, les labels musicaux n'ont pas le dernier mot quant au choix d'une illustration ou d'une photographie. Pour Freewheelin', ou En roue libre, dans la version française de l'album, Bob Dylan impose le choix de 7 photographies, prises par Don Austin alors qu'il se promène dans les rues de New York au bras de sa petite amie de l'époque, Suze Rotolo. La spontanéité d'un cliché qui semble ne pas avoir été mise en scène plaît beaucoup à Dylan, même si évidemment, rien dans l'image n'est spontané. Suze Rotolo évoquera même les nombreuses couches de vêtements que le couple porte sur la photographie sous leur tenue faussement décontractée pour se protéger du froid glacial. Parlons maintenant de la poétesse et chanteuse Patti Smith. Dans son premier album, elle pose les bases du punk et du garage rock. Et pour la pochette, elle pose aussi, dans l'appartement de Robert Mapplethorpe. Alors connu et tantôt adulé ou critiqué pour ses clichés homo-érotiques voire pornographiques, Mapplethorpe ne prend que 12 photos, puis annonce qu'il est certain d'avoir le cliché parfait. En résulte cette pochette, sur laquelle Patti Smith est vêtue d'une chemise récupérée à l'Armée du Salut, prenant une pose qu'elle définit elle-même comme un mélange entre Charles Baudelaire et Frank Sinatra. L'album est aujourd'hui considéré comme culte, mais dès 1975, il est classé 2e meilleur album de l'année, chose rare pour un premier enregistrement. De son côté, Mapplethorpe ne s'intéressera pas particulièrement à la production de pochettes. Tout au plus se retrouve-t-on dans 2 albums suivants de Patti Smith et dans quelques collaborations avec Paul Simon. Restons aux États-Unis et sur le sujet de l'érotisme. Voici les fesses de Bruce Springsteen. Nous sommes en 1984 et Springsteen est déjà une star mondiale depuis presque 10 ans. Entre le titre Né aux États-Unis et le code couleur bleu, blanc et rouge de la photo, on pourrait penser à un album extrêmement patriotique, mais il n'en est rien, au contraire. Très porté sur le sarcasme, Springsteen fait dans son album une critique acerbe de la politique américaine quant au traitement des vétérans de la guerre du Vietnam. D'aucuns se seront même amusés à dire que si Springsteen nous tourne le dos, c'est car il est en train d'uriner sur le drapeau. L'intéressé niera évidemment cette interprétation. Selon ses propres mots, nous avons pris énormément de photographies différentes et il en est ressorti que mon cul était plus photogénique que mon visage. Pour l'auteur de la photo, c'est Annie Leibovitz, la portraitiste la plus célèbre de l'histoire du rock. À son palmarès, elle compte des pochettes produites pour John Lennon, pour les Stones, puis Mick Jagger en solo, Cyndi Lauper, Patti Smith, encore elle, et, en dehors de l'industrie musicale, quelques portraits de personnalités vaguement connues. Il faut bien évoquer aussi l'album le plus vendu de tous les temps. Après tout, c'est une photographie qui lui sert de pochette. Voici Thriller de Michael Jackson, qu'on ne présente plus. Fait étonnant cependant, la photographie n'a pas été prise par une célébrité du monde pelliculé, mais par Dick Zimmerman, qui pratique d'habitude plutôt la peinture à l'huile. L'image ne cache pas en soi de grands secrets. On y voit le roi de la pop prendre la pose allongé à la romaine. Saviez-vous cependant qu'un tigreau est attaché à sa jambe ?
Pour une réédition de l'album, les deux se partagent d'ailleurs la vedette directement sur la couverture. Pour conclure ce très court voyage dans le monde des pochettes en photographie, voici Peter Rowan. Sa tête ne vous dit peut-être rien, et pourtant, s'il est aujourd'hui photographe de renom, il a aussi posé, enfant, sur 2 pochettes célèbres du groupe U2, Boy et War. Les membres du groupe ont alors une idée en tête, prendre pour chaque album une photographie du même modèle, Peter Rowan donc, à différentes périodes de sa vie, et maquiller ou prenant des poses évocatrices du sujet de l'album. Si le cliché pris par le photographe Ian Finlay fonctionne très bien pour faire passer le message de War, l'album Boy aura été bien moins acclamé. Dès sa sortie, de nombreuses critiques s'élèvent, accusant U2 de faire référence à la pédophilie. Peter Rowan est en effet nu et a l'air vaguement apeuré. Bien que le groupe nie évidemment les faits, la pochette est remplacée par un ovni visuel sans grand intérêt graphique. C'est la fin du projet des pochettes thématiques de U2 et ils n'utiliseront plus l'image de Peter Rowan pour les albums qui suivront. Le voyage dans le monde de la photographie était court. Évidemment, on compte des dizaines de milliers d'albums illustrés par des photographies de plus ou moins bonne qualité, et bon nombre de disques cultes n'ont pas été évoqués. Il faut dire qu'entre photographes et pochettes illustrées, c'est une grande histoire d'amour qui commence dès le début des 33 tours et qui continue encore aujourd'hui, infatigable à nous rappeler que la culture musicale s'apparente assez souvent à un culte de l'image, voire à un culte de la personnalité.